dois dire pour l'historique, en fait, c'est qu'il y a plusieurs années déjà, j'ai fait ma thèse de doctorat en anthropologie sur la question des couples mixtes, mais ça fait déjà quelques décennies. Et en fait, récemment, j'avais envie de creuser cette question et d'approfondir sur la question des enfants de couples mixtes, donc la question de la transmission, la question de la construction identitaire. Et donc, j'ai demandé une nouvelle subvention de recherche et que j'ai obtenue du gouvernement marocain, CNRST, le Fonds Ibn Khaldoun pour la recherche en sciences humaines et sociales. Et donc, ça m'a permis de faire une étude longitudinale, donc de suivre des familles que je suivais déjà depuis certaines décennies, mais cette fois-ci de focuser sur des enfants de couples mixtes qui ont tous un parent marocain, que ce soit la maman ou le papa, et un parent étranger, venu de l'étranger, mais de 32 nationalités différentes. Donc, on a vraiment couvert non seulement le Maroc, mais c'était pendant aussi la période de Covid aussi, on avait fait le terrain. Et donc, on a aussi fait plusieurs entretiens en ligne à l'étranger, au Japon, en Autriche, en France, en Belgique, parce que plusieurs de ces enfants de couples mixtes qui ont été socialisés principalement au Maroc vivent, travaillent, étudient à l'étranger, donc on a pu les inclure dans. Donc ça, c'est pour la question de la recherche. Et dès le début, j'avais demandé un financement pour pouvoir faire un documentaire, parce que je trouve que c'est extrêmement important de rejoindre un plus large auditoire, en fait. Vous savez très bien, les étudiants, les professeurs, ce qu'on publie, ça reste dans le milieu académique de manière générale. C'est très rare, en fait. Parfois, il y a certains de nos livres qui peuvent être lus par le grand public, mais c'est plutôt rare. Alors qu'un film, des images, des sons, des émotions, ça se rejoint directement les gens, et j'avais vraiment un message à passer. Je voulais que ce que moi je découvre sur le terrain, toutes ces histoires formidables, complexes aussi, puisque les gens puissent les entendre, et je trouvais que le documentaire était vraiment le médium le plus approprié pour que les gens puissent entrer dans l'expérience ethnographique et être avec eux dans les cuisines, dans les maisons, dans les salons. Je pense que vous avez certainement eu cette impression-là en regardant le documentaire, en fait. C'est vraiment un documentaire de l'intime qui est basé sur plusieurs mois, voire années, où j'ai créé des liens, en fait, avec ces personnes. C'est le propre du terrain ethnographique de longue durée, en fait. Sincèrement, je pense que comme c'est le fruit de longues recherches ethnographiques et de liens vraiment qui ont été construits petit à petit, il n'y a pas eu de défi à ce niveau-là. Vous l'avez vu, on rentre vraiment, même il y a eu des secrets qui ont été livrés devant la caméra, qui n'avaient même pas... J'étais là, évidemment, ils les livrent à moi, mais en même temps à tout le public, en fait. Je dirais franchement, le principal défi a été l'aspect multilingue du film, en fait. Ouais. Parce qu'en tant qu'ethnographe, c'était hyper important pour moi de laisser les gens vivre, s'exprimer dans la langue de leur choix, parce que c'est comme ça dans la vie quotidienne des familles mixtes de manière générale au Maroc. Et je trouvais ça magnifique, mais quand on a dû retranscrire, traduire, faire le sous-titrage, c'est des heures et des heures et des heures. Je regrette rien, parce que vraiment, on entend toutes ces langues, et c'est vraiment important pour justement, j'allais dire, faire une immersion dans la vie de ces familles mixtes. Et ça, c'était vraiment un grand défi, à dire. Merci beaucoup. Après, l'autre défi, en fait, c'était de faire entrer quelqu'un avec une caméra, donc mon directeur photo, qui a co-réalisé le film. Mais voilà, en fait, c'est beaucoup grâce à sa personnalité. Comme il est extrêmement discret, vous avez vu, c'est un homme de peu de mots, mais qui capte de magnifiques images, en fait. Donc il a su être là, même s'engager avec ses familles. Lui-même finit par développer un petit lien, mais sur les quelques jours qu'on a pu passer avec eux, ou les quelques fois où on les a vus. Mais sa discrétion fait que on ne sent pas, en fait, que les gens sont devant une caméra, en fait. On oublie qu'il y a une caméra. Et donc ça, c'est plutôt ce qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient si naturels, en fait. Il n'y a pas eu de scène jouée. Nous, on n'a pas scénarisé les scènes. On n'a pas dit, là, tu vas t'asseoir là, tu vas dire ça, tu vas parler de ça. Non. On est rentré, on a vécu avec eux, et on a filmé des scènes spontanées de ce qui se passait. La recherche de stage pour le fils qui voulait aller faire un stage en Angleterre. Vraiment, on est rentré dans leur vie au moment où c'est arrivé. Cette famille qu'on a suivie jusqu'à Temgolot parce que c'était Ramadan et qu'ils allaient dans la belle famille. Allez hop, on voyage et on va jusque-là. Donc, on a vraiment suivi leur quotidien. Au début, la famille maroc-anglaise, on a filmé la maman ici. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Les autres sont en France. Il faut aussi qu'on monte toute cette vie transnationale, quoi. Donc, on est parti, on les a filmés là-bas. Donc, tout ça, c'était... En fait, je sais pas si j'ai choisi l'amour, en fait. Je l'ai observé pendant des années et des années.
Après, bien évidemment, plusieurs personnes vont me dire ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que des histoires d'amour, il y a beaucoup de défis. Il y a des divorces, il y a des tensions dans les familles mixtes, comme dans toutes les familles par ailleurs, c'est ce que je rappelle toujours aux gens d'ailleurs. Donc, tout ça fait partie évidemment de mes écrits, de mes publications, de ma vie de militante aussi sur les questions juridiques par rapport à ces familles. Mais Gabrielle Varro, qui est une chercheure qui a maintenant plus de 80 ans, qui est un peu notre marraine, tous les gens dans le milieu francophone qui travaillent sur la mixité, elle parlait d'un habitus discursif négatif. Toujours on focus sur ce qui est problématique, ce qui semble être problématique parfois, focus sur les problèmes, et les chercheurs en plus elles vont encore plus focusser sur ça. Et bon, moi je traite toutes ces questions, mais là j'avais aussi envie de montrer, et j'ai rien inventé en fait, j'avais aussi envie de montrer que malgré les difficultés, malgré les questionnements, malgré le fait que c'est complexe, malgré ce témoignage anonyme par exemple dans le documentaire qui parle de cette jeune qui a vécu du racisme toute sa vie. Donc c'était extrêmement important pour moi de mettre cette partie pour balancer aussi, pour dire que ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas dans l'acceptation et tout ça. Mais mettre ces deux récits, celui de Julio et Nora qui est une belle histoire d'ouverture à côté du témoignage anonyme, c'était une façon pour moi de dire tout ça existe, mais nous en tant que société, en tant qu'individu, quelle position moi je veux prendre, c'est-à-dire le spectateur, toi tu prends quelle position? Moi je t'ouvre les positions. Évidemment, moi j'ai un message très clair, antiraciste, très clair, et d'ouverture à l'autre. C'est mon message principal. Est-ce que souvent je me fais reprocher par certains chercheurs, oui mais non, je ne focus pas que sur ça en fait. Si on regarde bien le documentaire, il y a vraiment entre les lignes, dans certains mots, on voit tous ces étages ou toute cette, cette complexité sur la question de la conversion, sur la question des papiers, sur la question du racisme, sur la question de qui je suis et quelle religion je vais choisir. Tout ça, on peut voir, on peut imaginer ce qu'il y a derrière, qui est beaucoup plus complexe en fait, sans évoquer. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ces familles que j'ai rencontrées, qui sont bien évidemment les familles qui sont toujours ensemble, ils ont réussi. Apparemment, ils ont réussi à trouver des moyens pour transcender ces frontières. Donc je pense qu'ils ont un message à passer. S'il y a une volonté, et évidemment, ce sont de très belles histoires d'amour. Est-ce que ce sont toutes de belles histoires d'amour? Non, j'ai aussi, dans ma carrière, interrogé des couples mixtes avec des gens mais extrêmement racistes au sein même de la famille. Ça en était vraiment choquant. Ou des gens qui demandent à leur femme, je ne veux pas que tu parles arabe, je ne veux pas que tu aies hammam, je veux pas... Je veux dire, de tout ce qui existe dans la société de manière générale, les problèmes de violence, existent au sein des couples mixtes. Mais moi je le dis et je l'affirmerai toujours, les divorces, les séparations des couples mixtes sont rarement dus à la différence culturelle. Ils sont dus, comme dans tous les couples mixtes, à problèmes de personnalité, problèmes d'alcoolisme, problèmes de violence, problèmes d'infidélité, problèmes les gens ne s'entendent pas. La mixité est une difficulté en plus que les gens doivent évidemment trouver des stratégies pour faire face, mais c'est aussi ce qui ajoute du piquant. On le voit, il y a beaucoup de piquant, il y a beaucoup de vivant dans ces familles, ça parle plusieurs langues, rien n'est pris pour acquis, on est constamment obligé de se repositionner, de se demander. Ce jeune qui a été éduqué dans une école marocaine musulmane et qui part, qui se retrouve dans un collège catholique en France, qui ne sait plus de quel côté il est, tout ça, ça fait partie de leur vie. Donc c'est un beau voyage. D'ailleurs, le titre de mon livre que j'avais publié après ma thèse, c'était En voyage chez soi en fait. C'est-à-dire ces familles sont constamment en voyage. Et les couples qui perdurent ensemble sont ceux qui ont cette capacité au voyage, qui ont cette capacité de laisser un peu d'eux-mêmes, un peu de leur repère culturel pour avancer un peu vers l'autre. Après, c'est pas important s'ils se retrouvent au milieu ou un peu plus vers l'autre, peu importe, l'important c'est que ce soit une entente entre les deux personnes. De dire, c'est pas vrai, si on compte sur nos positions, ça éclate. Donc c'est aussi une invitation à la flexibilité, à l'ouverture, à se re-questionner